Ok, ok. Un, 2, 3, c'est parti. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Bertrand Noadji. Bonjour Bertrand, bienvenue sur le podcast. Bonjour Guy, bonjour aux auditeurs qui nous écoutent, hein. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup Bertrand d'avoir accepté cette invitation. Je t'ai invité aujourd'hui parce que je trouve que tu as un profil assez particulier d'entrepreneur dans le dur qui est parti tâter les choses sur le terrain avant de se reconvertir. Entre guillemets, parce que tu as toujours des business dans le dur, on va en parler. Tu t'es donc reconverti sur le digital et tu as fait plein de choses que tu vas sûrement nous raconter pendant cet épisode. Mhm. Déjà, question traditionnelle, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler de toi? Donc, je vais peut-être redonner mon nom et mon prénom. Donc, je suis Bertrand Noadier. Donc, à la base, j'ai une formation d'ingénieur et pour dire tout de suite, je n'ai pas vraiment exercé dans le domaine en fait parce que moi, quand je terminais mes études, j'ai toujours pensé que je serais limité si je restais salarié, en fait, hein, parce que je l'ai vu dans mes derniers stages de fin d'études, ça ne me correspondait pas. Et donc, tout de suite, dès 2006, j'ai lancé ma première boîte en 2006. Et c'est une boîte dans le domaine de la formation, du soutien scolaire, enfin, tout ce qui est, voilà. Et ce qui fait que Est-ce c'est qu'on une peut boîte que j'ai. mentionner avant que tu ne continues, ingénieur en quoi le domaine? Ah, ok, très bien. Donc, moi, je suis ingénieur en génie des matériaux. C'est-à-dire Mhm. que moi, je suis arrivé en France à l'âge de 15-16 ans. J'ai dû reprendre même le brevet. J'ai eu mon bac scientifique. Ensuite, j'ai fait ce qu'on appelle un IUT. Et puis, je suis allé en école d'ingénieur en génie des matériaux. Voilà. Mhm. Donc, ça, c'est ma formation. Mais ce n'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire, en fait, hein, très simplement. Et donc, comme je disais, je me suis lancé très rapidement dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que déjà, avant cela, je, lorsque j'étais étudiant, je gagnais de l'argent comment en fait? C'est-à-dire que j'achetais des billets de spectacles, de football, j'achetais des billets de concerts, les concerts populaires, je les stockais et je spéculais en fait dessus. Donc, des billets que je pouvais acheter à 30 euros, je pouvais les revendre des fois à 150 euros. Voilà. Donc, ça, j'arrivais vraiment à faire tout ça en fait, hein. C'était une sorte de débrouillardise, mais qui me rapportait de l'argent, vraiment, vraiment. Mhm. Et j'avais même trouvé un système toujours parce que j'avais des associés en fait. Nous, c'est que non seulement on vendait ces billets à l'entrée des spectacles, mais souvent aussi à la sortie des spectacles. Par exemple, on avait des spectacles de Madonna, de tout ça, et on avait imprimé des sortes d'affiches, en fait, hein, les posters, voilà, qu'on les revendait à 2 euros, 3 euros. Et donc, on se faisait de l'argent à l'entrée des spectacles et à la sortie des spectacles, en fait. Donc, moi, ce qui fait que, voilà, déjà étudiant, Mais moi, je comprends pas pour l'intérêt de vendre les billets à la sortie des spectacles. C'est pour les prochains spectacles? C'est quoi? C'était des sortes d'upsell, peut-être, comme on dit dans le jargon. non, non, pas du tout. Les billets, on les vend seulement à l'entrée des spectacles. Maintenant, Ouais. pour la sortie, on vend des posters, des affiches. Ah, des C'est-à-dire qu'il y a des affiches. Ah, c'est fans pas, je qui croyais que c'était achètent. des tickets peut-être des prochains concerts. Ok, Non, c'est ok, des ok, posters que des les, posters. les gens, les Avec gens, des parce qu'ils autographes adorent peut-être. Johnny Hallyday, parce qu'ils adorent Madonna, ont envie d'acheter des posters souvenirs qu'ils vont laisser chez eux. Voilà. Mhm. Donc, nous, on avait eu l'idée d'imprimer des posters qu'on vendait même à la sortie, en fait. Donc, ce qui fait qu'on gagnait de l'argent en entrée et en sortie. Donc, Wow. moi, justement, à partir de là, ça développait en moi, justement, cet esprit d'entrepreneuriat. Et je me suis dit qu'avec l'entrepreneuriat, j'avais la possibilité d'utiliser mon plein potentiel et ne pas être forcément salarié où on a, on a juste un cadre qui nous est réservé et on ne doit pas sortir de là, en fait, hein. Donc ça c'est un peu ça, Bertrand, et c'est pour ça que je suis vraiment toujours dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, dans mes vidéos qu'on verra sur YouTube, je parle entrepreneuriat parce que je baigne dedans, en fait, hein. Donc voilà un petit Yes. peu, en gros, Donc, qui, en qui... gros, pour peut-être extrapoler, tu spécules en fait sur le fait que peut-être le prix final du prix pouvait varier ou alors sur le fait que
ou bien créer juste une rareté, le fait peut-être il n'y a plus assez de billets. Ça veut dire pour le peu de billets qu'il y a de disponibles, ça peut être 3, 4 fois le prix normal si on achète ça en ligne ou dans des kiosques, c'est ça? Oui, c'est de la spéculation en fait. Parce Mm. que quand on spécule, c'est comme en bourse. Des fois, on peut gagner, des fois, on peut perdre. C'est-à-dire, j'achète comme si j'achetais des actions, j'achète des billets. Mais Mhm. il faut que j'identifie des spectacles dont je pense Ouais, que qu'il ce sera pleuve ou qu'il complet. neige, ça sera, ouais, forcément. Voilà, je Madonna, pense quand que, même. voilà, je me dis, OK, je vais identifier les spectacles où je pense que ce sera complet. Voilà. Mais il y a aussi des jours où des fois il y a de la pluie, parce que quand c'est des matchs de foot, s'il y a une pluie, ben là, on peut perdre de l'argent. Donc, il faut même regarder aussi la météo, tout ça. Donc, tout ça en prenant en compte certains paramètres avant d'acheter et on les bloque. Ensuite, on les revend le jour, ainsi de suite. Donc voilà, c'est de la spéculation en fait, hein. Ouais, c'est vraiment ouf ça. Voilà. Yes. Donc, on vient de parler de ton parcours d'ingénieur qui n'a pas vraiment exercé dans le domaine. Mhm. Ça, c'est essentiellement comment est-ce que tu finançais tes études à l'époque et c'est justement ce qui t'a conduit petit à petit vers les activités dont tu vas nous parler tout à l'heure. Tout à fait. Euh, Tu as parlé de ta chaîne YouTube. Oui. Euh, c'est ton principal canal d'acquisition. Peut-être avant de parler des différents canaux d'acquisition, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que tu vends comme prestation? C'est quoi aujourd'hui ta façon de gagner de l'argent dans le dur comme sur le digital? D'accord, ok, très bien. Donc justement, je vais revenir sur ma société que j'ai créée depuis 2006, qui était Escuela, donc que j'ai géré comme ça, là, que j'ai mené cette entreprise enfin, je l'ai créée avec de la petite unité jusqu'à ce qu'elle soit grande et que j'ai géré jusqu'en 2017. Donc en 2017, je revends l'entreprise C'était une entreprise et qui faisait dans quoi? justement dans la formation professionnelle et le soutien scolaire, en fait. Pour ceux qui sont en France, qui connaissent un petit peu Academia, c'est-à-dire que j'avais à peu près 120 professeurs dispatchés un petit peu dans toute l'île de France et qui dispensaient des cours à domicile aux élèves, en fait. Et donc, moi, donc, nous, on avait nos bureaux où on gérait ces professeurs et ces familles, en fait, hein. C'est du soutien scolaire à domicile. Ça, c'était une chose qu'on faisait pour les élèves. Et on faisait aussi de la formation professionnelle. C'est-à-dire qu'on proposait aux professionnels certaines formations professionnelles. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui veulent former leurs salariés, par exemple, en anglais, ou bien qui veulent former leurs salariés en comptabilité, enfin, dans des domaines un peu précis, professionnels. Et là également, on avait des formateurs, en fait. Donc ça c'est une société que j'ai gérée comme Une ça. marketplace en fait de mise en relation entre ces différents enfin ceux qui veulent Exactement, apprendre et ceux qui peuvent dispenser. exactement, mais qui n'est pas digitalisé, en fait, hein. Donc, c'est quelque chose où il Il y avait fallait. un site internet au moins, non? Oui, bien évidemment. Quand je dis qu'il n'est pas digitalisé, c'est qu'aujourd'hui, justement, je vais continuer dans mon déroulé. C'est que Mhm. au cours justement de ces 11 ans, en 2014, c'est là où, avec un de mes associés, on pense justement à mettre en place une plateforme, en fait. On digitalise cette activité. C'est-à-dire que nous, on va créer c'est une entreprise qui s'appelle meilleurformateur.com. Vous pouvez voir d'ailleurs même Le nom de sur le domaine, site. ouais. Voilà. Et donc, la plateforme sert simplement. Le nom de domaine était libre à l'époque ou bien vous, Oui, vous avez oui, 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 racheté? oui, oui. Puis on a acheté, enfin, c'était libre en fait, hein. Voilà. Donc, on a sauté Je me dis, ça dessus, vaut tac. beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Voilà, on a sauté dessus. Et puis, donc, la plateforme permettait de mettre en relation justement les formateurs professionnels et les entreprises, en fait. Donc, ça, on l'a digitalisé, en fait, déjà. Mhm. Formateurs professionnels et les entreprises. Bon, ça, c'était en 2014. Et puis, 2016, bon, j'ai vendu mes parts dans cette entreprise et mon collaborateur a continué, en fait, parce que j'étais sur beaucoup trop de projets et j'ai préféré vendre mes parts, en fait, hein. Donc, je ne sais plus c'était quoi la question, mais je ne sais plus c'était quoi Ouais, la question. tu étais en train de parler tu voulais faire en fait une sorte de genèse avant de parler des activités sur lesquelles tu es déployé aujourd'hui. Bon, pour rester encore Exactement. justement sur cette genèse, on va clôturer ça Oui, et revenir
sur D'accord. la suite après. D'accord, ok. Déjà, quelle est la différence entre meilleur, c'est quoi, c'était meilleur formateur, t'as dit? Oui, oui, bon, je ne suis pas resté longtemps C'est pour ça dedans que je dis, puisqu'on c'est a quoi la monté. différence entre ça et l'autre que tu as parlé avant? Comment tu as dit, j'ai oublié le nom. Ah, Escuela. Est-ce que Non, là, voilà, Escuela, justement, nous, on était très spécialisés dans les cours à domicile pour les élèves de primaire, collège, lycée. Donc, j'avais beaucoup de professeurs comme ça dans l'Île-de-France, en fait, hein, qui dispensaient les cours à domicile. mhm. Or, avec meilleurformateur.com, on a mis en place une plateforme, c'était plus pour les professionnels. Ça, pour les formateurs professionnels. C'est-à-dire que Mais c'est une c'était une plateforme. deuxième entreprise, ça n'avait rien à voir avec meilleur formateur. Exactement, une deuxième. C'est une deuxième entreprise, ce qu'on appelle une SaaS, en fait, hein, Mhm. Société par action simplifiée. Voilà. Et pour la première entreprise, tu as revendu tes parts ou bien tu as mené les deux entreprises en même temps? Non, justement, c'est ce que j'explique, c'est que pour la première entreprise qui est Escuela, je l'ai revendue en 2017. Là, par contre, la deuxième entreprise qui était la plateforme, puisque à ce moment, quand on l'a créée en 2014, j'avais trop d'activités en fait. Donc, dès 2016, j'ai revendu mes parts à mon associé et puis il a continué en fait. Ah, ok. Donc, tu t'es fait un bon multiple. On ne te demande pas les chiffres, hein, mais. Oui, 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 non, bien sûr, puisque c'est une entreprise dont on a bien ficelé les choses et qui marche bien. Donc, forcément, voilà, on s'est arrangé pour que je puisse avoir un bon chèque, oui. Et Donc, l'idée de donc, cette entreprise, c'était une boîte qui était en place que tu as rejoint, vous avez monté ça ensemble. non, 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 on a monté ça de zéro ensemble, en fait, hein, de zéro. Mais c'est même pas l'expérience pour moi la plus significative, en fait, puisqu'on l'a monté de 2014. Oui, on a bossé sur ça et en plus, je bossais dessus même pas à mi-temps, quoi. C'était des trucs qu'on faisait à côté parce que c'est une plateforme qu'on montait. Et puis, bon, après, quand la boîte a commencé un peu à tourner, j'ai vendu mes parts et puis je me suis reconcentré sur ma boîte d'origine, en fait, hein, qui était Escuela. Mais sauf qu'en 2017, fin 2017, je la vends, cette boîte, en fait. Et c'est là où, parce que pendant tout ce parcours, j'ai beaucoup de personnes qui sont des chefs d'entreprise et qui sont aussi des amis quelquefois, en fait, hein, qui me demandent, bah, écoute Bertrand, est-ce que tu peux m'aider dans la vente? Parce que je faisais beaucoup de ventes avec Escuela. Est-ce que tu peux m'aider dans le management? Parce que je manageais des équipes. Est-ce que Ouais. tu peux m'aider dans le contrôle gestion? Est-ce que tu peux m'aider dans le marketing? Parce que finalement, je faisais beaucoup de choses, en fait, hein. Et c'est là où je conseillais des personnes, je conseillais des chefs d'entreprise qui étaient souvent des gens que je connaissais, en fait, hein. Au final, c'est là où je me suis dit, OK, mais Bertrand, au lieu de les conseiller en one-to-one, bah, ce que tu devrais faire, c'est ouais, plutôt organiser des formations, organiser des séminaires, c'est ce que je fais aujourd'hui, je fais des publications sur YouTube, tout ça, pour pouvoir divulguer en fait ces connaissances en fait, parce que je me rendais compte que chaque personne venait vers moi individuellement pour me demander et de l'aider à travailler en fait. Je me suis dit Mhm. non, autant je divulgue mes connaissances sur ces plateformes, soit par des séminaires, soit par des publications, soit par des formations en ligne et même du coaching en fait. Voilà. Mhm. Donc voilà, c'est pour ça que j'en arrive aujourd'hui à faire ça. Et pourquoi est-ce que je suis beaucoup dans le digital? Parce que déjà, justement, dès 2014, quand on monte la plateforme dont je parlais là, qui s'appelle meilleurformateur.com, c'est là où je rentre dans le digital en fait. Et déjà avec mes connaissances métiers que j'avais déjà dans le contrôle de gestion, dans le management, j'ai réussi à joindre le digital avec toutes ces compétences-là. Et bah, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand j'accompagne des chefs d'entreprise, je les accompagne pas seulement sur l'aspect digital, mais sur l'aspect stratégie business en général, en fait. Voilà, Yes. un peu ça. Et pour justement parler de ces axes d'accompagnement, est-ce que tu peux nous parler des les piliers, peut-être les 3 ou 5 piliers sur lesquels tu te déploies essentiellement dans ton process d'accompagnement? Euh, Quand tu parles des piliers, tu Les veux dire piliers, les je vais domaines sur parler par lesquels… exemple, si, je sais pas, peut-être ça peut être, peut-être si on reste sur le marketing, l'emailing
ou, Oui. je sais pas, ou peut-être l'automatisation de process, s'il y a déjà des trucs qui sont en place. D'accord. OK, OK, OK. Oui, là où je vais accompagner, si par exemple on est d'abord dans le digital, on va parler du digital d'abord en fait, hein. Dans le digital, parce qu'il y a plusieurs aspects où je les accompagne. Le digital, bien sûr, il y a ce qu'on appelle l'email marketing. C'est une manière d'automatiser des ventes et de vendre en automatique en fait, hein. Ça, j'accompagne les chefs d'entreprise. Là, aujourd'hui, j'ai accompagné plusieurs personnes et d'ailleurs, je suis en train de mettre en place une formation sur le marketing WhatsApp. Mais celui-là, il sera vraiment destiné plus au public africain. C'est-à-dire qu'avec WhatsApp aujourd'hui, ce sont des stratégies que j'applique déjà dans l'email marketing et que je transfère simplement dans WhatsApp, mais en l'adaptant aux vendeurs africains. En fait, c'est que les gens doivent savoir que WhatsApp est extrêmement puissant. C'est l'outil aujourd'hui qui a le taux d'ouverture le plus puissant. Enfin, et voilà. Même, enfin, je veux dire que quand on envoie un message WhatsApp, les gens l'ouvrent en fait, hein, naturellement. Ok, donc ça, il y a WhatsApp. J'accompagne aussi des personnes un petit peu dans le copywriting. C'est que le copywriting, c'est de savoir écrire des lettres de vente, écrire des mails qui impactent, écrire, voilà. Ça, si on reste sur l'aspect digital, et également, j'ai un partenaire avec qui nous on travaille beaucoup dans le e-commerce. Le e-commerce, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est de faire ce qu'on appelle le e-commerce high ticket, c'est que vendre des produits chers, en fait, pas vendre des produits à 20, 30 euros. Mais ça, je le fais beaucoup avec mon partenaire, en fait, Hervé, qui, lui, c'est uniquement sa spécialité. Donc, voilà comment on accompagne des entreprises. On peut les accompagner dans le e-commerce, on peut les accompagner dans le copywriting, on peut les accompagner sur le marketing WhatsApp, on peut les accompagner sur l'email marketing. Ça, c'est pour l'aspect digital, en fait. Voilà. Et Yes. comme j'ai une expérience de chef d'entreprise longtemps, il y a même des gens qui souhaitent que je les accompagne sur la vente classique. C'est-à-dire comment on vend. Moi, j'ai passé 10 ans à mettre en place des techniques de vente téléphonique. Comment est-ce qu'on fait un argumentaire de vente? Comment est-ce qu'on identifie les objections des clients? Quels sont les mots, les termes qu'on fait pour emmener le client à acheter en fait le produit? Ça c'est une chose. Également, tout ce qui est tout ce qui est un autre aspect, c'est tout ce qui est réorganisation de l'entreprise en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est que il faut faire des entreprises, c'est-à-dire en faire carrément un système. Il ne faut pas faire une entreprise où le jour où on s'absente, l'entreprise tombe en fait. Il faut pouvoir mettre en place un système de sorte que même si on est absent pendant 2 mois, l'entreprise doit tourner en fait. Et ça, beaucoup de gens créent des entreprises, ils ne pensent pas tout de suite à mettre en place un système en fait, qui fait que bah, l'entreprise tourne comme ça là, en automatique. On met les bonnes personnes au bon endroit, on met les indicateurs précis justement, et ça, on peut piloter l'entreprise comme ça là à distance en fait. Donc voilà mes domaines d'expertise en fait. Yes, yes. On comprend un petit peu globalement tout ça, mais sinon, il y a quelque chose qui a attiré mon attention, sur lequel je Oui. voudrais que tu entres un peu dans le détail, c'est euh, pourquoi WhatsApp en Afrique? Déjà, Ah, ok. pourquoi l'Afrique déjà, pour commencer, et après on va progressivement aller sur Ouais. WhatsApp Oui. les grands Pourquoi enjeux. l'Afrique? Je vais te dire pourquoi l'Afrique. Parce que moi, l'email marketing, c'est des formations que je vends beaucoup, j'accompagne plus les gens sur l'email marketing en Europe. Parce qu'en Europe, on utilise encore beaucoup l'email, en fait. Les gens ouvrent leurs emails. Mais en Afrique, très peu de gens utilisent l'email. Voilà. En fait, ceux qui utilisent l'email, c'est ceux qui sont dans les bureaux, en fait. Ça on connaît bien Mais maintenant, c'est qu'en Afrique, il y a beaucoup d'informels. Il y a beaucoup d'informels. Le canal le plus puissant en Afrique, ça reste WhatsApp. Voilà. C'est l'application la plus utilisée au monde et en Afrique. Enfin, laissons le monde. En Afrique, c'est WhatsApp. C'est l'application la plus utilisée. C'est l'application où le taux d'ouverture est le meilleur. Et sans oublier que justement, WhatsApp est en train de gagner du temps encore et encore. C'est-à-dire que là, WhatsApp commence à devenir très, très puissant en fait. Et donc, c'est un véritable outil de marketing. Et c'est en cela que justement, voilà, j'ai une formation qui va arriver là au mois de… Je compte le faire en mai, juin, où ce sera
très spécifique à l'Afrique parce que, comme je dis, j'ai envie que le vendeur de beignets puisse utiliser WhatsApp. J'ai envie que la fille qui a son salon de coiffure dans le coin, elle puisse utiliser WhatsApp parce qu'elle a un téléphone et ses clients ont un téléphone et tout ça, mais qu'on automatise en fait, faire du marketing WhatsApp. Voilà. Or, ça, c'est pour ça que je fais le WhatsApp en Afrique et l'email marketing en Occident, on va dire. Voilà. J'ai envie qu'on entre un peu dans le détail de ce qu'on pourrait concrètement faire, mais avant, est-ce que tu peux euh, me, me dire un petit peu, est-ce qu'il y a des chiffres en fait concrets par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport à WhatsApp en Afrique et peut-être des taux de conversion? Est-ce qu'il y a des standards, un petit peu comme quand on parle de l'email marketing ici, on va te dire que ouais, on est dans quand tu es très bon, tu peux aller peut-être dans du 20% si tu es vraiment excellent. Sinon, on est dans du 5%, 3%. Bien sûr, et il y a des chiffres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu sais que les taux d'ouverture, c'est souvent par domaine, et je parle de l'email marketing en fait. Hein. C'est en fonction de comment on va dire, tu entretiens ta base en fait, ton audience, voilà. Mais les taux d'ouverture maximum, on est des fois dans les 20%, 25%, 30%. Or là, le WhatsApp, enfin, je veux dire que le WhatsApp, on est quasiment souvent dans du 98%, 99% de taux d'ouverture. Je veux dire que toi-même, quand tu reçois un message WhatsApp, tu l'ouvres en général. Enfin, je veux dire, même à si je ne 90, réponds pas, je vais ouvrir. Ouais. même si tu ne réponds pas, tu vas l'ouvrir quand même. Donc, ça c'est la force justement de WhatsApp. Il ne faut pas oublier que WhatsApp, c'est Facebook. Hein, c'est Facebook qui a WhatsApp. Et WhatsApp est en train de devenir, mais vraiment, la véritable plateforme, en fait. Mais maintenant, c'est vrai que pourquoi WhatsApp, c'est parce que je maîtrise déjà le marketing email et c'est des techniques que je transfère simplement dans le marketing WhatsApp pour justement faire quelque chose de très professionnel, en fait. Voilà, ça c'est ça justement la différence. Et oui, toi, tu parlais des chiffres. Aujourd'hui, il faut dire une chose, hein, et ça, je le dis. Je pense que je l'ai même dit d'ailleurs dans une de mes vidéos. C'est-à-dire que un numéro de téléphone ça vaut 50 emails, ça vaut 500 abonnés sur Facebook. C'est-à-dire que si on veut faire va falloir expliquer ça. Un numéro de téléphone, quand tu arrives à avoir un numéro de téléphone, ça vaut 50 mails. C'est-à-dire que l'argent que tu peux faire avec un numéro de téléphone, ça vaut 50 mails. C'est le même argent que tu peux faire avec 50 mails. C'est le même argent que tu peux faire avec 500 abonnés. C'est-à-dire que c'est pour dire que quand tu as le numéro de téléphone de quelqu'un et que tu sais faire du marketing WhatsApp, oui, là, effectivement, tu gagnes de l'argent. Donc, c'est-à-dire que moi, si j'ai 100 numéros de téléphone, je peux faire plus d'argent qu'un gars qui a je sais pas moi, 50 000 abonnés sur Facebook, quoi, en fait. Bien, même 500 000 abonnés sur Facebook. Non, 50 000. Voilà. C'est-à-dire que, voilà, c'est juste pour dire que un numéro de téléphone, ça vaut 50 mails, ça vaut 500 abonnés. Je ne sais pas si c'est clair, en fait, hein, ce que je dis. En fait. C'est même choquant, j'ai envie de dire. Oui, non, mais c'est parce que beaucoup de gens ont des abonnés sur Facebook. OK, mais est-ce qu'ils convertissent avec ça? On connaît tous, ouais. Même si tu as 200 000, Facebook va montrer peut-être un maximum 2% de ta communauté voilà. Parce qu'il voudrait que tu investisses du budget. Exactement. Si on va aller dans des termes techniques, ça s'appelle le reach. Le reach, c'est-à-dire que Facebook aujourd'hui, son reach est à peu près de 4 à 5%. C'est-à-dire que sur 100 personnes, sur 100 abonnés, il fera, sur 100 abonnés que tu as aujourd'hui sur Facebook, quand tu fais un post, il n'y a que 5 personnes qui verront ce post, en fait. 5 de tes abonnés sur 100. Le reach est trop faible. Et il est d'ailleurs démontré qu'avant, parce que le reach de Facebook avant, c'était de 20%. Ouais, c'est progressivement ouais. C'est pour ça qu'il y a plein de businessmen qui sont tombés à cause de ça. Hein, Exactement. C'est juste le truc natif, quoi.
Tout à fait. Et donc, le désavantage, c'est ça, c'est qu'avec Facebook, tu n'as pas le contrôle. Pourtant, avec WhatsApp, tu as le contrôle. Si tu as 100, 200 numéros de téléphone et que tu sais faire du marketing, tu as le contrôle de ces personnes-là. Il n'y aura pas une question d'algorithme qu'on va diminuer. Non, non, pas du tout. Bon, même comme on sait pas encore, vu que là, j'ai vu qu'ils sont en train de combiner des trucs là, on retrouve déjà des options. Peut-être avec le temps aussi, il y aura des petites modifs. Mais ce qu'il y a de bien à retenir dans ce que tu dis, c'est que c'est le moment. Il ne faut pas attendre après quand il y aura peut-être des modifs. C'est maintenant qu'il faut se lancer dans ce segment-là pour potentiellement faire plus de ventes. Bien sûr. Est-ce que tu, peut-être sans spoiler déjà ta formation sur WhatsApp, est-ce que tu aurais peut-être 3 ou 4 pratiques à communiquer par rapport à ça, ou bien ce qui serait potentiellement plausible d'associer sur son business actuellement si on veut utiliser WhatsApp? Non, tout ça, je donnerais tout ça à la formation, en fait, hein, parce que c'est un processus, en fait. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis que c'est un processus, parce que c'est comme toute chose, en fait. Il faut savoir, il faut avoir des techniques pour capter des données, des techniques pour entretenir les prospects et des techniques pour convertir derrière, en fait. C'est une sorte de tunnel à mettre en place. Voilà. Mais avec WhatsApp, Avec WhatsApp. Et même qu'on peut coupler même avec Facebook, voilà. Mais c'est des sortes de tunnels, en fait, à mettre en place. Donc, voilà. Bon, on va pas rentrer dans tout ça. Voilà. On peut juste prendre le début déjà et puis le reste, ils pourront retrouver ça dans tes contenus. Peut-être pour de l'acquisition, par exemple, sur WhatsApp. Comment est-ce que moi, je peux aller ratisser comme ça des numéros de téléphone? Non, justement, c'est pour ça que je dis qu'il y aura beaucoup de combinaisons, en fait. Hein. Et je ne vais pas rentrer dans le détail parce que franchement, je dis, c'est quelque chose dont je préfère aller du début à la fin, étape par étape, en fait. Hein. Et ça, il faudrait que les gens apprennent à se former et à payer des formations. Donc, ce ne sera pas forcément une formation à haut prix, mais les gens doivent se former. Ça, je le dis parce que c'est une sorte de tunnel. Il faut que les gens imaginent ça comme un entonnoir où, voilà, on va d'abord capter, ensuite on va, ce qu'on appelle nurturer, on va entretenir et derrière, on convertit. Et après même, on peut refidéliser, en fait. Donc, tout ça, ça se fait, en fait. Mais c'est des techniques d'email marketing que j'ai réussi comme ça à les appliquer avec WhatsApp, en fait. Voilà. Le truc, c'est que même en Occident, on n'utilise pas trop WhatsApp. C'est pour ça que c'est des choses qui sont pas… On les rencontre pas beaucoup. En fait, les gens vont utiliser l'email parce que l'email est encore très utilisé, en fait. Mais en Afrique, enfin, même le gars qui vend les bonbons sur la route, il a son WhatsApp en main, en fait. Enfin, je veux dire que… Et c'est l'un de ses… C'est presque son seul moyen de communication. Les gens ne sont pas sur… les gens n'ouvrent pas les mails en Afrique, en fait. Voilà, en fait, c'est juste ça, en fait, qu'il faut comprendre. Yes. Avant qu'on ne clôture sur WhatsApp, vu que tu viens de parler, de montrer un petit peu le potentiel de ce média qui est sous-exploité par la plupart des marketeurs, si on va au finish, vu que dans tout ça, le nerf de la guerre, c'est l'argent, au niveau des paiements, pour quelqu'un qui a une activité en ligne, comment est-ce qu'il pourrait, certes, tu peux réussir grâce à tous les process que tu vas montrer dans tes formations, réussir à faire de l'acquisition, entretenir de la relation, à closer, convertir, fidéliser et tout le process qu'on a l'habitude d'entendre. Comment est-ce que tu te fais payer par des personnes qui sont à plus de 80% pas bancarisées? Oh non, mais on a dans ces pays-là aujourd'hui les Orange Money et tout ça, en fait. Enfin, je veux dire qu'aujourd'hui, je veux dire que le seul petit souci qu'il peut y avoir, c'est les livraisons. Mais même les livraisons aujourd'hui, on a plein de boîtes là aujourd'hui dans ces pays-là qui font les livraisons. C'est pour celui qui veut se faire livrer. Hein. Mais si ce n'est que le paiement, sincèrement, je veux dire que dans ces pays-là, quasiment tout le monde aujourd'hui a fait des paiements avec Orange Money, avec tout ça, en fait, dans ces pays-là, en fait. Je veux dire que c'est courant. Donc, pour moi, le problème n'est même pas là, en fait. C'est juste que maintenant, ce sera… Parce que même dans cette formation, il faudra
donner les éléments pour si quelqu'un veut recevoir un paiement de la Côte d'Ivoire, par exemple. Là, oui, là, ce sera un peu il y aura une différence. Mais si on est dans le même pays, imaginons on est à Yaoundé, quelqu'un est à Douala, il doit me payer, il n'y a même pas de souci. Puisqu'on utilise des assez moyens de paiement, Orange Money et tout le reste, en fait. Il n'y a vraiment pas de souci. Le téléphone est devenu la banque, en fait. Hein. C'est devenu le porte-monnaie, en fait, finalement. Donc, c'est pour Mais, ça que mais pour quelqu'un qui fait vraiment du volume, tu conviens avec moi que c'est compliqué de faire du recouvrement de tous ces paiements-là. Or, ici, avec des outils comme par exemple Stripe ou je ne sais pas, des agrégateurs que tu peux mettre dans ton site, ça fait automatiquement toute cette récolte-là à ta place et tu n'as pas à aller faire forcément des relances vers tes clients. en fait, quand tu parles de volume, quel volume, en fait? Je parle de Parce que volume en justement, termes de paiement, quoi. Parce que s'il faut aller à chaque fois écrire à la personne que ouais, ça coûte tant, il faut que tu me fasses un Orange Money. Or que s'il arrive sur une page toute faite avec un truc là-haut, quand il fait le truc, tac, tac, le paiement se fait en une fois, quoi. S'il y a comment on appelle ça, c'est maintenant, c'est à plusieurs niveaux. En fait, c'est pour qu'on ne rentre même pas dans le détail, parce que là, je n'ai pas envie d'entrer Je suis en dans train le de te détail. pousser dans tes retranchements, là. Non, 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 pas du tout, en fait, parce que si on parle technique, l'échange sera que technique, technique, technique. C'est juste pour dire que si quelqu'un a un site Internet, par exemple, si c'est maintenant à plusieurs niveaux. Si c'est pour le vendeur de beignets, par exemple, lui, il n'a pas 10 millions de clients, il n'a pas 10 millions de ventes. Ça, on peut faire un marketing WhatsApp qui lui convient. Si c'est maintenant pour quelqu'un qui a des gros volumes, forcément, je suis sûr qu'il a un site. Mais aujourd'hui, même Orange Money est capable de te donner un script. C'est pour ça que je dis, j'ai pas envie d'en rentrer dans, est capable de te donner un script que tu mets sur ton site et les paiements se font sur ton site, en fait. Toujours avec Orange Money, en fait. Hein. Ouais. Ouais, donc ça veut Voilà. dire là, Donc, tu seras obligé en fait d'aller pour chacun. Orange Money, MTN, ça veut dire que tu auras quand même. C'est un peu chiant, quoi. Si ça aurait peut-être été. Bon, c'est un bon début, mais c'est clair que c'est plus intéressant d'avoir un seul truc qui gère tous ces différents. Mais déjà, on mais comprend ce ce que n'est tu pas une veux dire barrière. par là. Ouais, ouais. On comprend Pas ce que une tu veux par barrière, là, dire vraiment. qu'il y a des solutions pour celui qui creuse, qui arrive en fait Oui, à cette étape-là pour oui. déjà commencer à se faire payer par Orange Money ou MTN Bien Money sûr. ou je sais pas quelques trucs. Est-ce que toi, ça te cause un problème? Parce qu'il y a plein de gens, parce que je pense qu'on est en train de parler technique. Est-ce que toi, ça te cause un problème que sur un Non, moi, site, je me mets à la place des personnes, en fait. Je pose des questions par rapport à… voilà, Moi, personnellement, pour la plupart des questions que je pose, j'ai plus ou moins un début de réponse, mais il y a des personnes, en fait, qui euh, utilisent encore ça comme, entre guillemets, prétexte, peut-être soit pour ne pas se lancer, soit pour dire, ouais, j'ai pas, il n'y a pas de moyen de paiement, ou alors il n'y a pas moyen de faire du recouvrement, tu vois. tout à fait. Je pose un peu indirectement les questions, mais quelque part, il y a un message que j'essaye de faire passer par derrière. Non, j'ai compris en fait. C'est que moi, ma question que j'aurais posée en fait, est-ce que ça te dérange, par exemple, quand tu vas sur un site, tu vois trois moyens de paiement. Des fois, tu vois PayPal, tu vois Stripe, tu vois. En fait, tu choisis ce que tu as en fait. Hein. Parce que ta question, c'était de dire que oui, peut-être il y aura Orange Money, peut-être il y aura MTN Money, peut-être il y aura tout ça. C'est pas grave. C'est pas grave. En fait, je veux dire que faut faire avec les moyens du bord, en fait. Mais l'objectif, c'est de convertir et de faire de l'argent, en fait. Hein. Donc, Yes. je dis, c'est pas grave. On peut mettre des scripts. On peut mettre des scripts de tous ces opérateurs, en fait, Mhm. hein, et sans problème. C'est juste des scripts que tu comprends en call, en fait. Ok. Donc, voilà. Euh, pour revenir aussi sur justement ta chaîne YouTube, tu l'as lancée, ça fait pas longtemps que tu l'as lancée, ça, je crois. Non, justement, la chaîne YouTube, comme je dis, ça fait pas longtemps. C'est simplement parce que, comme j'ai dit, c'est que j'ai des choses que je voilà, de l'expérience que j'ai acquis et des fois je me dis voilà, je le partage comme ça là en fait. Et même quand je le partage, ça me permet de entre guillemets de réviser des choses que j'avais oubliées en fait. Et Mhm. c'est ça. Donc c'est comme ça que je divulgue un peu mes connaissances sur YouTube en fait. Voilà. Yes. Et comme tu parles justement d'expériences que tu as partagées par rapport à ton parcours personnel, et tu Mhm. peux même aussi justement citer ça, des prix que tu as eu à gagner. J'ai vu Mhm. des photos, je crois que c'était Absatou Si, Oui, euh, avec oui. aussi l'ancien ministre que j'ai même eu à rencontrer une fois à un événement L'ancien sur ministre des Paris. PME. Oui, Ouais, très, 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 c'est lui très c'est sympathique. lui qui était représentant de Louis Vuitton à New York, c'est lui, non?
Je pense un moment, oui, parce qu'à un moment Ouais. même, il faisait dans du vin. Enfin, ouais, Ah, il est c'est un un peu… vrai entrepreneur. Je l'ai rencontré. J'ai reçu ici Mhm. Jackie Z. Chang de Paris Fashion Shops qui a gagné le concours de la BFM Academy l'année dernière. D'accord, Et d'accord. justement, il m'avait invité aussi à l'un des événements qu'il a organisé sur Paris, à Village, c'est quoi, Village by Paris. Et Mhm. justement, il était présent et il a un petit peu Oui, présenté justement son parcours, quelqu'un de très, très inspirant. très Et inspirant. Ouais. donc, justement, donc, ce sont des prix, je crois que tu étais troisième ou deuxième, je ne sais pas, je me rappelle Oui, plus. en fait, il y a eu des prix comme ça que j'ai gagnés. En fait, justement, quand j'en parle, juste des fois, c'est juste pour montrer mon background parce que quand on n'est pas connu, les gens quelquefois peuvent être sceptiques, dubitatifs. Bon, il y a même d'autres prix que j'ai gagnés, mais c'est juste pour dire aux gens que non, non, écoutez, moi j'ai un background d'entrepreneur et je bouffe ça tous les jours. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que moi, justement, dès 2007, 2008, comme je dis, je bouge beaucoup, mon projet, il plaît, je présente aux gens et c'est là où la Chambre de commerce de Paris organise ce concours c'était en association avec une association qui s'appelait la Dream. Enfin, voilà. Et c'est là où Renaud Dutreuil, lui, comme déjà c'est un entrepreneur, il encourage les jeunes entrepreneurs. Voilà. Et moi, j'étais l'un des lauréats, en fait, hein, de ce concours. On était trois, d'ailleurs, trois à recevoir le même prix. Même prix, on avait, franchement, c'était une belle cérémonie. On nous a encouragés, on nous a mis en contact avec d'autres personnes qui pouvaient nous aider et tout ça. Donc, c'était vraiment très, très bien. Ensuite, 2008, pareil. Quand je dis pareil, 2008, là, c'est parce qu'ici, Afrique Agora, c'était un peu le trophée des meilleurs entrepreneurs, on va dire, issus de la diaspora, en fait, hein. Mhm. Voilà. Et donc, c'est pour ça que là, j'étais plutôt deuxième, parce qu'il y avait, non, j'étais troisième, pardon. Il y avait Afsat aussi, qui avait le premier prix. Ensuite, il y avait un autre là qui a une marque de boisson dont j'oublie le nom. Très, très belle marque de boisson. Ensuite, il y avait moi, en fait, hein. Justement, ça, c'était en 2008. Et puis à côté, bon, bah, voilà, c'était d'autres choses que je recevais comme ça là. Et après, j'ai pas forcément voulu. En fait, il y a un moment où je ne voulais pas être Associé à ça, que ouais, il fait ça parce que. en fait, voilà, parce qu'il fallait que je me concentre plus sur mes activités, en fait. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Yes. Ouais. Et je sais que tu as d'autres activités que tu. Enfin, parce que tu as beaucoup parlé d'Afrique, mais quelque part, c'est l'intérêt pour toi de faire ces accompagnements en Afrique ou la transition, c'est parce que tu as aussi des business que tu as lancés en Afrique. Tout à fait, bien sûr. Bien sûr, Est-ce que, moi je fais est-ce qu'on peut parler? OK. Mhm. oui, oui, on peut parler de ça, bien sûr. Moi, je fais de la pisciculture, en fait, en Afrique. Moi, j'ai des étangs en allant vers Akonolinga, en fait. Quand on sort de Yaoundé, c'est à peu près, c'est, c'est pas Akonolinga, mais c'est une ville qui s'appelle Mengan en allant vers Akonolinga, là-bas, où moi, j'ai des étangs où bah, j'élève des poissons comme ce qu'on appelle les silures, en fait, hein. Tout ce qui est Mais silure. l'idée, je veux dire, comment est-ce que c'est pas ce à quoi forcément les gens de la diaspora vont penser en premier s'ils vont aller se lancer en Afrique? Comment est-ce que t'es Ouais. venu l'idée d'aller se lancer dans la Non, pisciculture, mais un truc où j'imagine que tu n'as pas forcément, tu as dû te former dans le tas, tu n'as pas forcément un background de pisciculteur ou des gens. oui, mais en fait, c'est pour ça que quand on est entrepreneur, en fait, faut pas attendre d'avoir fait des études pour faire des trucs. Non, c'est pas possible. Moi, OK, quand je pense à ça, c'est que, j'ai deux choses qui font que je me lance, en fait, hein, dedans. C'est que, c'est que le poisson, à la différence du poulet, du porc, le poisson ne meurt pas. C'est-à-dire que si tu ne le nourris même pas pendant une semaine, il va trouver des algues, il va trouver des vers de terre, il va trouver des trucs. Voilà. C'est intéressant ça. Ça, c'est une chose, en fait. Donc, tu vas jamais venir entendre que tous tes poissons sont morts parce qu'il y a eu une épidémie. Voilà. Or, le porc, le poulet, voilà. Ça, c'est une chose. Et puis, de deux, c'est de dire que, OK,
comment est-ce qu'on regarde si un business marche? Il faut juste voir au niveau du porc. Tu vois que l'un des aliments les plus importés, c'est le poisson. C'est-à-dire que je donne un exemple, hein, dans le cas du Cameroun. Congèle-Cam fait venir chaque semaine un bateau entier de poissons. Un bateau. On ne parle pas d'un conteneur, un bateau entier. Mais quand tu regardes ça, quand tu es entrepreneur, tu dis, ah, mais ça veut dire qu'il se met, qu'il se sucre. Or, OK, moi, quand je regarde ça, je dis, OK, très bien. Donc, ça veut dire qu'on peut élever des poissons, parce que lui, il va pas nous ramener des poissons de la silure, parce que la silure, il ne fait pas ça. Moi, en fait, tu essaies de faire un domaine où le leader ne fait pas, parce que sinon, il va t'écraser, en fait. C'est comme ça qu'on réfléchit. Donc, c'est là où je me dis, non, moi, je vais faire de la silure, ou bien ce qu'on appelle les clarias. En fait, techniquement, on appelle ça les clarias. Je vais faire du tilapia et je vais faire du kanga. Le kanga, c'est un poisson qu'on trouve vers le Nion. Là, Je ne sais pas s'il y a un nom en c'est un France. poisson Le noir. kanga, c'est en langue de chez nous, non? Peut-être. Oui. C'est un poisson noir. Un poisson tout noir comme ça. Là. Voilà, en langue un peu béti, tout ça, on appelle ça le kanga là-bas. Enfin, ça vient de là, en fait. Et donc, voilà. Donc, moi, je me mets, et je fais aussi un peu de la carpe. Donc, je me mets sur ces créneaux-là où je sais que le concurrent, lui, il ne fait pas beaucoup ça, en fait. Lui, il fait d'autres poissons, le bar, enfin, tout ce qu'on mange partout, là, en fait. Et donc, voilà, je me lance dedans, j'ai des hectares et petit à petit, je développe l'activité avec des difficultés, bien sûr, parce que les mentalités sont compliquées. Ouais, j'imagine. Ce qui fait que je produis énormément, mais j'ai un problème encore jusqu'aujourd'hui, c'est que j'ai trop de vols. Je ne sais pas comment. J'ai d'ailleurs même stoppé la production pour l'instant parce que j'ai de sérieux problèmes de vol dans la zone, en fait. Pourquoi? C'est que mes poissons, nous, on les élève pendant jusqu'à 6 mois. Le souci, c'est que souvent, vers le 5e mois, on a des vols. Et quand on dit vol, les mecs, ils vident les étangs, en fait. Donc, et j'ai mis des chiens, j'ai fait des choses, mais des fois, même, on arrive, on a empoisonné les chiens, quoi, en fait. Enfin, bref, Non. oui, non, mais je veux dire que, voilà, c'est la guerre. non, mais voilà. Donc, il faut comprendre que c'est bien, mais il faut, voilà. Mais en tout cas, dessus, c'était juste pour dire que voilà les éléments qui m'ont amené à faire ça et je rencontre des difficultés de vol, même pas de productivité, parce que la productivité, elle est excellente. On est dans des pays où la productivité est l'une des meilleures au monde. Je le dis pourquoi, c'est que j'ai fait une petite formation en pisciculture en France où des fois, même pour investir dans un milieu, tu peux calculer ce qu'on appelle la productivité du milieu. C'est-à-dire que en fonction des algues, en fonction des vers de terre, en fonction du pH de l'eau, en fonction de Un peu comme la les agriculteurs température. font quand ils viennent faire les études de sol. Oui, tu peux faire des études de sol pour voir le pH du sol, ce qu'on appelle le pH, l'acidité du sol. Tu vois la température, le jour, la Potentiel nuit. d'hydrogène. Je me Tu rappelle en cours vois de chimie. tu vois la température, voilà le milieu. Voilà, est-ce que c'est un milieu? Et avec ça, tu peux calculer ce qu'on appelle la productivité de ton milieu. Et tu sais que, OK, si je lance des poissons dans cette zone-ci, là, je vais faire un carton, en fait. Voilà. Donc, dans nos pays, la productivité, elle est très bonne parce qu'on a toujours des bonnes températures, il y a toujours de la pluviométrie, il pleut, il y a les algues, il y a toujours des vers de terre. Donc, le poisson, même, tu n'es pas obligé de le nourrir à fond, il va manger, il a toujours de quoi manger. Donc, on voit qu'en France, par exemple, on a des poissons on fait pousser pendant 2 ans, 3 ans. Nous, en 6 mois, on a des poissons plus gros qu'ici, en 6 mois. Donc, avec ça, tu te dis, mais mince, comment est-ce que nous, on n'arrive pas à produire, quoi, en fait. Donc, c'est comme ça que je me suis lancé. Mais ma difficulté, ça reste le vol, en fait. Voilà. Donc, Ouais, Donc, pour ceux qui veulent se lancer, si vous savez comment résoudre ces problématiques, même si je pense que je suis sûr que si tu es sur le terrain, tu peux élaborer des stratégies qui peuvent permettre justement de pallier à bien cela. évidemment, C'est un peu si je compliqué suis à sur le distance terrain. de… Ouais. Et on parlait de marketing WhatsApp, je l'ai appliqué aussi pour la vente de mes poissons, en fait. Hein, voilà. Donc, tout ça, c'est pour dire qu'en fait, on peut utiliser le marketing WhatsApp vraiment quand on a des stratégies pour vendre. Parce qu'il ne faut pas attendre
faut pas attendre, parce que quand tu sors, par exemple, les poissons de tes étangs, si tu les laisses là, ils vont pourrir, en fait. Enfin, le jour où tu vides tes étangs, en fait. Donc, Mhm. il faut avoir des stratégies pour les vendre rapidement. Et donc, il faut anticiper avec le marketing WhatsApp de sorte que quand ça arrive, tu as tout de suite la clientèle, tu vends, paf, et tu passes à autre chose. Donc, Ouais, voilà. c'est vraiment une approche. Ouais, en plus, je savais même pas que c'était un business aussi intéressant, quoi. Parce que tu as cité plein d'avantages sur le fait, par exemple, que si on veut comparer peut-être avec des gens qui font des poulets et tout, Mhm. tu peux passer une semaine sans nourrir, mais si tu fais pareil pour l'élevage de poulets, c'est mort, quoi. Non, il Oublie, tu meurt. auras t'auras des conséquences vraiment. Oublie, oublie, oublie. Et quand c'est le cas du porc, des fois, tu as un virus qui vient, qui attaque les porcs et ils meurent tous en une nuit. Enfin, tu te dis, c'est pas possible. Les poissons, c'est rare. Si tu vois tes poissons morts, ça veut dire on a empoisonné tes poissons, on a mis quelque chose dans l'eau. C'est tout, mais c'est rare. C'est Ouais, rare. top. Merci pour ce partage, Bertrand. Je rentre une question sur la Mhm, vente, en fait, parce que à chaque fois, dans tout ce que tu as raconté, parlé, mhm, c'est un élément qui revenait à chaque fois et on a l'impression que c'est un petit peu le socle c'est ce qui t'a structuré, qui t'a forgé dans tout ce que tu as entrepris plus tard, le fait de savoir parler aux gens au téléphone, parler mhm, en personne et les convaincre de faire une action spécifique. Même si c'est quelque mhm, chose que tu fais entre guillemets aussi lorsque tu écris des lettres ou des textes mhm. de vente. Mais j'ai l'impression que tout ça, ça vient de ton background de closer téléphonique. Tout à fait, tout à fait. Et tu vois que tout tourne autour de la vente, en fait. Parce que comme j'ai toujours dit, c'est que tu peux avoir le meilleur produit au monde. Mais si tu ne sais pas vendre, mais ça ne sert à rien. Parce que moi-même, je le dis parce que d'expérience, c'est que quand je lance mon entreprise en 2006, je mets en place les contrats, je mets tout en place. Je me souviens, j'avais fait imprimer des flyers que moi, je suis allé mettre dans les boîtes aux lettres. Je fais tout ça. Et j'attends dans mon bureau. Le premier jour que j'ai un coup de fil, je décroche et je ne sais pas comment vendre, en fait. En fait, je pense que le prospect, au bout du fil, il a compris que T'as je ne savais compris. pas quoi lui dire. Il me posait des questions, je disais oui, oui, monsieur, écoutez, vous savez, non. Et c'est lui qui a pris la conversation en main, en fait. Hein. Or, en Mhm. tant que vendeur, c'est toi qui dois mener la conversation. C'est finalement lui qui menait la conversation. Et j'étais là, je disais oui, oui, non, oui, non. Et après, quand j'ai raccroché, je me suis dit, ouais, mais Bertrand, attends, là, tu t'es battu, tu as mis en place tout ça, tu as mis les flyers, tu allais distribuer les flyers, tu, tu, as, tu as communiqué, maintenant tu reçois un coup de fil, tu ne sais pas vendre. Non, là, c'est pas normal. Donc là, je me suis formé maintenant dans la vente téléphonique et la vente en face à face. Et après, donc, je me suis formé dans la vente digitale. Et après, je me suis formé dans le copywriting, l'écriture. Voilà. Donc, tout ça tourne autour de la vente parce que celui qui ne sait pas faire de la vente, il a beau avoir le meilleur produit, il ne vendra jamais. Et une entreprise qui ne vend pas, elle meurt. Ça veut dire chiffre d'affaires zéro. Voilà. Faut pas juste croire qu'on a le meilleur produit et puis c'est bon. Non. Il faut aller chercher, en fait. Yes, c'est très, très intéressant ça. Et puis, c'est quelque chose que moi aussi, j'essaie de prôner autour des équipes avec lesquelles je bosse. Euh, Même ne serait-ce qu'au niveau de la structure, même si c'est quelqu'un qui va aller faire juste du copywriting après ou alors juste je sais pas, de l'email marketing, le fait de parler aux gens au téléphone ou en direct, de savoir écouter, en fait, d'écouter les personnes, d'avoir de l'empathie, ça a un gros impact, en fait, dans ta capacité à écrire même ta lettre de vente ou ta page de vente parce que tu n'es pas juste dans ta grotte et puis tu débites un truc que tu supposes, tu pars de ce que tu as écouté de l'autre, de la douleur de l'autre, pour essayer de lui mettre le truc dont il a besoin d'écouter pour pouvoir déclencher en fait l'action de l'achat que tu essaies de lui faire faire. Donc, euh, c'est quoi ton obsession aujourd'hui, Bertrand? Allô? Je sais pas Ouais, qu'est-ce qui ouais. s'est passé là. Bah, je sais pas, en fait. Hein. Je sais pas, on a été coupé, en fait. Wow.
Yes, yes. Je ne sais même pas si tu as écouté ce que j'ai dit à la fin. Non, non, justement, parce que ça s'est arrêté un moment, paf, et puis il y avait plus Ouais, ouais, grand quoi chose. qu'il en soit, j'étais justement en train de parler du fait que, ouais, même si tu ne vas pas forcément exercer le métier de closer ou de vendeur, le fait d'avoir fait ça, d'avoir été au contact de ça, ne serait-ce que quelques semaines, quelques mois, ça a un gros impact en fait dans ta façon d'écrire par rapport à quelqu'un qui s'est formé en copywriting mais qui n'a pas eu ce contact-là, d'écouter les gens, d'avoir de l'empathie et d'écrire un texte en fonction du besoin, de la douleur de la personne, pas juste toi dans ta grotte qui imagine à peu près ce que ça peut être la douleur, le problème de la personne. Donc, Tout à fait, tout je à fait, partage tout à fait. complètement ce point. Tout à fait. Non, c'est sûr que bon, pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que le copywriting, hein, c'est simplement de pouvoir écrire d'écrire des lettres commerciales pour que ça impacte la personne et que derrière, elle ait envie d'acheter ton produit. Parce que le copywriting, il y a des méthodes, il y a des techniques. Ça ne s'écrit pas comme ça. Bien évidemment, il faut écouter le client, écouter ses besoins, écouter ses douleurs. Et puis maintenant, il faut savoir les mettre dans une lettre de sorte que ça lui parle, en fait. Donc, quand on écrit des lettres en copywriting, on écrit comme on parle, généralement. Il faut écrire comme on parle. Il ne faut pas Yes. écrire des lettres comme des lettres institutionnelles où on dit cordialement et tout. Non, ça ne sert à rien. Là, les lettres commerciales, il faut que quand la personne lise, elle ait l'impression qu'on est en train de lui parler à elle seule, en fait. Voilà. Donc, c'est ça, ça. Et ça demande la compétence. Et c'est quelque chose que je ne suis pas encore spécialiste dessus parce que j'en apprends encore et encore D'accord. et encore. Voilà. Et c'est ce qui est intéressant, même en plus, pour rajouter un petit peu sur ce que tu viens de dire, c'est que ce sont des méthodes et des techniques n'ont, qui ne périment jamais, en fait. Je veux dire que demain, c'est Facebook. Facebook meurt, il y a un nouvel outil qui arrive, que ce soit Instagram, Twitter, TikTok, je sais pas. Mm-hmm. Et les plateformes vont changer, vont évoluer, mais cette technique, en fait, de copywriting, de AIDA, quoi, c'est que je ne sais plus trop dans l'ordre que c'est Mm-hmm. intention, c'est acquisition, je ne sais plus trop, mais Oui, oui. tout ça, Mm-hmm. ces process-là, c'est toujours pareil. Ce sont les mêmes techniques que des Mm-hmm. marketeurs de l'époque qui a de cela 50, 60, 70 ans utilisaient et elles sont toujours valables aujourd'hui, contrairement aux outils ou bien le fait ces personnes qui sont toujours en train de courir derrière le dernier outil, la dernière technique d'automatisation, sans déjà structurer la base en fait qui est le copywriting. Donc, Tout à fait. Tout à fait. Parce que les leviers psychologiques restent les mêmes. même. Je veux dire que quand on écrit, on utilise ce qu'on appelle les leviers psychologiques. Et ces leviers psychologiques restent les mêmes depuis la nuit des temps. Voilà. Yes. C'est quoi ton obsession aujourd'hui, Bertrand? Une obsession, enfin, enfin, donne-moi un peu, quand tu dis obsession, C'est comme quoi ça. ta grosse obsession d'aujourd'hui dans ce euh, qui te fait bouillir, quoi. Je veux dire, qui te fait sortir de tes tripes, ton truc. Moi, j'ai eu, par exemple, un podcasteur que j'ai reçu ici, Ntoye, qui me dit que moi, mon obsession, c'est de mourir avec des regrets. Quitte à faire plein de Ah, trucs qui partent en cacahuète, mais de moins de tester ces trucs qui me passent par la tête, quoi. ah, ok, oui. C'est-à-dire que le truc, non, pour moi aujourd'hui, c'est que je n'ai pas eu une obsession. En fait, c'est que à l'époque, quand je gérais mon entreprise et que je n'étais pas aussi libre que maintenant, oui, là, j'avais une option. Je me disais que non, c'est pas possible avec les connaissances que j'ai. C'est comme si j'étais dans une bulle avec plein de connaissances, en fait. Et je ne pouvais pas les exprimer. Je ne pouvais que les exprimer au niveau de mon boulot, en fait. Hein. Je pouvais les exprimer. Aujourd'hui, je fais des séminaires, Mhm. je fais des formations. Donc, le fait de partager ces connaissances, c'est enrichissant, en fait. Hein. Donc, pour moi, c'est ça. C'est comme si je me libérais de beaucoup de choses, en fait. Et Yes. même dans le cercle privé, je suis quelqu'un, je passe le temps bon, je passe le temps toujours à aider au niveau business, en fait. Dès que quelqu'un me dit un truc, je dis, tiens, oui, tu peux faire comme ça. Ça me vient vraiment comme ça. Et Mhm. donc, ce qui fait que, voilà, quand je fais mes séminaires, mes formations, mes tout, en fait,
je suis dans mon élément, quoi. Je fais mon truc, je fais simplement, voilà, je suis dans mon Ouais. élément. Ouais, Voilà. D'ailleurs, même avec toutes les personnes avec qui je travaille, enfin, ça, ils peuvent le dire. Quand je me mettais au tableau, je commençais à expliquer la stratégie, comment on va prendre, on va faire. Je me sentais à l'aise, en fait. Bon, maintenant que je le fais un plus grand nombre avec mes séminaires, je suis dans mon élément. Donc, voilà. Moi, mon regret, ce serait de n'avoir pas diffusé presque tout ce que je peux savoir, quoi, en fait. Voilà. Ce serait ça mon regret. yes, yes. Et c'est quoi ton regard aujourd'hui? Tu as des rituels, des process. C'est quoi ta journée type Oui, ma journée type. Avec le confinement, ça a un peu gâché ma journée type. Ouais, Parce j'imagine qu'avec tout le le monde, hein. confinement, il faut gérer les enfants, il faut gérer tout ça. Moi, ma journée type, elle est simple. Je lis beaucoup. Donc, quand je me lève, généralement, ce que je fais, je ne regarde pas mes Facebook, Les, WhatsApp, tout ça. les- les- J'éteins tout parce que, les infos sur le corona, combien de personnes sont encore tombées et tout. voilà, les infos sur le corona, j'ai pas envie de voir les dégâts de la guerre causée au nord-sud-ouest du Cameroun. J'ai pas envie parce que ça risque de me plomber la journée, en fait. Faut pas que je sois dans une ambiance négative. Ça, je peux regarder après. Mais il faut que dès le matin, je sois positif. Donc, ce qui fait que je ferme tout ça. D'abord, je vais, ouais, je vais lire. Je vais lire d'abord. Et après, après quand je lis, je fais toujours mon sport, même si je ne fais pas du sport, même si ce n'est pas extrêmement régulier, mais au moins une fois tous les 2 jours, voilà, je vais faire un petit sport pour être bien en forme et tout. Je mange, tout ça, tout ça. Voilà. Il y a des fois même, voilà, si j'ai un client à aller rencontrer, je le rencontre, on, 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 on travaille ensemble, ou on signe un partenariat. Et puis le soir, des fois, je reviens, c'est quand je couche les enfants que je bosse encore un petit peu Mhm. jusqu'à peut-être minuit. Et puis voilà. Donc, dans mes journées, c'est ça. Je fais souvent 6 heures de sommeil, quoi, en fait, hein. Donc, 6 heures, je me réveille et j'entame la journée, en fait. Yes, Donc, yes. c'est comme ça. Pour ceux qui veulent un petit peu en savoir plus sur ton travail, sur ce que tu fais, c'est quoi le meilleur? Est-ce qu'on te contacte personnellement ou comment est-ce qu'on fait pour entrer en contact Bah, avec justement, donc, il y a plusieurs manières de me contacter. C'est déjà à travers ma chaîne YouTube. Moi, je trouve parce que comme je partage beaucoup de choses sur YouTube et je fais des lives et tout ça, donc je dis tout aux gens, venez sur YouTube et puis on va échanger, quoi. Je vais donner voilà, ce que je sais. Donc, sur ma chaîne YouTube, il faut juste taper Bertrand Noidje, Nouadje. Et puis, bon, il suffit de s'abonner dessus. Il suffit d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Et donc là, je serai présent. Ça, c'est une chose. Et puis, moi, j'ai un site où également je mets tous les trucs sur mon site. Le site, ça s'appelle Secret d'Expert, www.secretdexpert.com. Voilà, avec un S à la fin, le bien domaine sûr. était libre aussi. Toi, tu tombes toujours sous des noms, hein. C'était libre. Oui, oui, non, ben, il y a plein de domaines libres en fait, hein. Non, je veux dire, il y a les noms quand même que tu as très peu de chances de trouver ça libre, quoi, parce que le nom, c'est simple, ça va droit au but. Ouais. Oui, oui, oui. Non, non, ça existe, ce secret d'expert. Donc, donc ça n'existe pas. Donc, je l'ai, voilà. Et donc, il suffit d'aller sur secretdexpert.com et puis là-bas, vous aurez, voilà, j'ai mis tout en fait, hein, sur cette plateforme en fait. Yes. Et c'est comme ça qu'on peut rentrer en Yes. contact. Notamment un podcast aussi. Donc, on va mettre tous les liens en description Tout à pour fait. ceux qui veulent écouter les vidéos sur YouTube ou Mhm. les extraits de tout ce qu'ils partagent sous format audio, donc podcast Tout à fait. sur les différentes plateformes. Tout Merci à fait. beaucoup pour ce partage, Bertrand. J'aurais une dernière question avant qu'on ne se sépare. Oui. Ce podcast s'appelle Débrouillard. Pour toi, c'est quoi un débrouillard? Oui, pour un débrouillard, c'est celui qui fait avec les moyens du bord. Et vraiment, je suis un débrouillard parce que, comme j'ai dit, hein, même étudiant, j'ai réussi à avoir de l'argent parce que j'ai monté ma première société avec un capital de 12 000 euros. J'étais étudiant. Donc, pourquoi? Parce que j'ai su me débrouiller. J'ai compris que je pouvais spéculer avec les billets de concert et me faire de l'argent, en fait. J'avais juste observé que
il y avait du monde dans les concerts. Donc, partout où il y a du monde, il y a possibilité de se faire de l'argent. Partout où on voit du monde, il faut se dire comment je fais pour pouvoir faire de l'argent quand il y a du monde comme ça, en fait. Quand il y a de l'engouement. Voilà. Parce que les gens sont passionnés. Ils sont prêts à acheter un billet qui coûte 30 euros, ils sont prêts à acheter à 150 euros. Voilà. Donc, ça, pour moi, c'est ça le débrouillard. C'est celui qui part de rien, qui regarde, qui observe et qui arrive à transformer justement le peu qu'il a en or, quoi, en fait. Ça, c'est ça le débrouillard. En fait. Yes, merci beaucoup Bertrand, merci pour ce partage. C'était vraiment très, très édifiant. J'espère qu'il y aura des personnes qui, après cette interview, vont aller directement se lancer sur WhatsApp ou exploiter en fait le plein potentiel de WhatsApp. Mais on sait tous que la meilleure manière, le meilleur raccourci, c'est déjà d'aller prendre, c'est celui qui a déjà fait, en l'occurrence les formations que tu vas faire plus tard par rapport à ce sujet-là. Une fois de plus, il y aura tous les liens tous les liens mentionnés seront en description de l'épisode. Merci Bertrand et à la prochaine. À toi. Merci à toi Guy et puis à la prochaine et puis bonne continuation pour tes podcasts.